Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de l'équipe 21. On commence tout de suite ce journal de la nuit avec les titres. Lyon reste à la portée du PSG. Les Rhodaniens ont été accrochés par Evian ce vendredi soir. Score final 0-0. Paris a l'occasion de revenir sur le leader à l'occasion de son déplacement à Bordeaux dimanche. Grosse déception ce vendredi à Barcelone avec la première défaite des experts dans le mondial de handball. Les Bleus ont perdu face à l'Allemagne 32-30 dans un match serré. Les Allemands qui terminent en tête du groupe A. Et puis Chalon s'est rassuré ce soir après sa victoire face à Roanne, 53-65, de quoi redonner le moral à l'élan, éliminé mardi en Coupe de France. On commence avec du football et ce vendredi, Lyon accroché par Evian 0-0 en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. L'unique vraie occasion du côté d'Evian, celle d'Éric Thieby, frappe qui passe au-dessus de Vercoutre. Puis l'énorme occasion de Lacazette, ballon qui rase le poteau. Avec ce nul, les Rhodaniens ratent l'occasion de distancer le PSG. Ils ont désormais 3 longueurs d'avance sur leur dauphin qui se déplace à Bordeaux ce dimanche. De son côté, Evian respire et sort de la zone de relégation. À suivre ce week-end, Marseille reçoit Montpellier. Les Verts qui disputeront la finale de la Coupe de la Ligue se déplacent à Brest. Le PSG, deuxième du championnat, part à Bordeaux. Au classement, Lyon leader devant le Paris Saint-Germain et Marseille. Bordeaux au pied du podium et puis Sochaux premier relégable. On passe à présent à la 21e journée de Ligue 2. Et Monaco a battu Istres sur ses terres 2-0. La première réalisation arrive tard dans la rencontre, celle du défenseur uruguayen Gary Cagelmacher à la 72e minute de jeu. Puis Ocampos s'illustre moins de 10 minutes avant la fin du temps réglementaire sur un centre de Nabil Dirar. Son premier but en championnat sous les couleurs monégasques. Dans les autres rencontres, Le Mans bat Châteauroux 2-0, victoire de Niort face à Caen 1-0, Tours l'emporte sur Dijon 3-1, 3-0 entre Nîmes et Clermont. Au classement, Monaco prend la tête de la Ligue 2 avant le match de Nantes ce samedi face à Laval. Et puis malgré sa défaite, Caen reste 3e. C'est parti pour la CAN 2013. Ce samedi, l'Afrique du Sud, pays hôte, ouvre le bal contre le Cap-Vert. La vuvuzela sera sûrement de rigueur. Et puis un peu plus tard dans la soirée, le Maroc affronte l'Angola dans le même stade de Soccer City à Johannesburg. Les Lions de l'Atlas bien décidés à rapporter le trophée tant convoité, le point avec Guillaume Palacios. Descendu en bas de l'échelle du football africain, le Maroc entame son opération remontée. Oubliez la CAN 2012 et l'élimination au premier tour battue par la Tunisie et le Gabon. Oubliez aussi la période Eric Guéretz et sa gestion parfois chaotique des expatriés en Europe. En 2013, le temps de la rédemption est venu. On va absolument corriger les erreurs qui ont été faites l'année passée. Et voilà, maintenant, il ne faut pas se mettre de pression particulière. On connaît les enjeux et il va falloir être concentré sur le premier match et redonner du sourire un peu à nos supporters et à notre peuple marocain. Car le peuple marocain n'a pas eu l'occasion de vibrer pour ces Lions de l'Atlas depuis bien longtemps. Très exactement depuis la finale de la CAN perdue en 2004 face aux organisateurs tunisiens. Depuis, l'équipe nationale n'a jamais passé le premier tour de la compétition. Pire, elle n'a plus participé à la Coupe du Monde depuis 1998. Face à cette situation, le nouveau sélectionneur Rachid Taoussi a tout changé. Excite les stars Marwan Chamakh, Adel Tarabt ou Houssine Karja. Place au talent du championnat marocain, la Botola, 8 joueurs en sont issus. Un record absolu. Des locaux encadrés par 5 joueurs évoluant en France, notamment Younes Belhanda. Le Montpellierin possède les clés du jeu avec l'ambition d'emmener le Maroc en quart de finale. Une première étape pour ramener les Lions au sommet du football africain 2 ans avant de viser la victoire lors de leur Coupe d'Afrique des Nations. Le mondial de handball en Espagne et première défaite des experts dans cette compétition 32-30 face à l'Allemagne. Après une journée de repos, les Bleus jouaient leur dernier match de poule à Barcelone face à un adversaire de taille. Une rencontre qui fut serrée jusque dans les dernières secondes. Les Bleus bousculés en première période malgré de belles actions comme celle de Lucas Ballot. L'équipe de France rattrapée avant la pause 16 partout avant de revenir. Nicolas Karabatic, homme du match du côté des Bleus avec pas moins de 8 buts. 6 buts pour Lucas Ballot. Et puis en toute fin de rencontre, l'erreur fatale pour les Bleus. Karaboué stoppe le tir allemand et manque complètement sa relance. Grodzki inscrit un dernier but sur la récupération de balles. L'Allemagne l'emporte. La France, deuxième de son groupe, affrontera donc l'Islande ce dimanche pour les huitièmes de finale de la compétition. Allez, on écoute à présent les réactions après cette rencontre, celle de Claude Onesta, réaliste quant à la prestation de ses joueurs. On écoutera aussi Jérôme Fernandez.
Trop loin et il y avait trop de joueurs chez nous qui étaient, je dirais, dans le doute après un premier quart d'heure. Je crois qu'on ne doit pas réussir à faire une faute, à gagner un duel dans le premier quart d'heure. Après, en attaque, on est propre. C'était plutôt opérant, mais bon, en défense, l'équipe adverse, tout ce qu'elle tentait, elle le réussissait. Bon, c'est vrai que les gardiens font des performances très moyennes, mais je crois encore une fois que la défense ne les a pas vraiment aidés pour qu'ils soient dans un meilleur jour. C'est inquiétant, je ne sais pas. On va voir ça à la vidéo. Je pense qu'à chaud, c'est difficile aussi d'analyser, mais c'est vrai que bon, les arrières allemands nous ont fait beaucoup de mal et on n'a pas réussi à les contrer. Donc voilà, aujourd'hui, on a pris 32 buts et c'est difficile de gagner au handball quand on prend autant de buts. Le rugby, c'est terminé pour Biarritz en H-Cup, battu par les Harlequins 16-9. Un essai pour les Anglais, celui de Tom Guest à la 30e minute de jeu. La belle démonstration aussi de Nick Evans en grande forme ce vendredi soir. À côté Biarro, soulignons les 3 pénalités de Dimitri Yachvili. C'est donc terminé pour Biarritz, tout comme le Racing, Métro et Castres. À suivre ce week-end, Toulouse face à Leicester. Peut-être la place de meilleur deuxième pour Montpellier. Les joueurs qui ont connu une semaine difficile, marquée par le décès d'Éric Béchu. Ils seront d'ailleurs vêtus de blanc pour affronter Toulon. Toulon qui, comme Clermont, a validé son ticket pour les quarts de finale et peut espérer disputer ses quarts à domicile. En basket, 16e journée de Pro A. Chalon s'est rassuré ce vendredi soir après sa victoire face à Roanne, 53-65. Le champion en titre sortait de 3 défaites d'affilée. La victoire lui permet donc de se rassurer. William, Schilb et Lang, auteurs de 14 points chacun. Cette victoire à Chalon permet de resserrer l'écart avec le quatuor de tête qui joue ce samedi, avec notamment Paris face à Strasbourg, Le Mans en déplacement à Boulazac et puis Gravelines, tombeur de Chalon lors de la dernière journée, qui part à Limoges. Une semaine que les Australiens attendent ça. Leur joueur Bernard Tomic a défié le maître Roger Federer pour le 3e tour de l'Open d'Australie. Match à suivre cette nuit. Pour en parler, on retrouve notre envoyé spécial à Melbourne, Julien Roboulet. Ça fait une semaine que l'Australie n'attendait que ça depuis le tirage au sort. Ce rendez-vous au 3e tour entre Bernard Tomic et Roger Federer. Tomic, 20 ans, l'espoir numéro 1 du pays. Un joueur vraiment à part qui a connu quelques problèmes avec sa fédération, qui ne jouera d'ailleurs pas le premier tour de Coupe Davis parce que le capitaine Pat Rafter trouve qu'il ne se comporte pas comme il faut. Un Bernard Tomic qui a joué la provoque dans ses premières conférences de presse par rapport à Federer en disant que bien sûr lui serait au 3e tour mais qu'il faudrait encore que Federer y arrive. C'est un garçon qui fait la une de tous les journaux depuis quelques jours, donc tout le monde attend ce choc, sachant qu'au niveau du tennis ce sera très intéressant parce que c'est un joueur qui est en plein progrès, qui a remporté son premier tournoi en début d'année, qui a un jeu fait de variations avec des coups très spéciaux comme Federer, donc on attend un gros combat, sans doute plus qu'il y a un an ici même quand Federer l'avait écrasé. Mais toute l'Australie espère aussi qu'il se passera demain la même chose qu'en 1996, quand un autre Australien de 19 ans avait battu Pete Sampras, c'était Mark Philippoussis. Et les Français seront eux aussi sur les cours cette nuit pour gagner leur place en 8e de finale. À commencer par le duel franco-français entre Monfils et Simon. Jérémy Chardy aura quant à lui fort à faire puisqu'il sera opposé à l'Argentin Juan Martín del Potro. Le Dakar, à présent, la course mythique s'achève ce dimanche à Santiago du Chili. Ce vendredi, 13e étape entre Copiapó et la Serena. Pas de changement au général pour les catégories moto et auto. La journée vous est résumée par Luigi Collange. Le Chili, ses dunes, ses montagnes et son motard volant. Jamais aussi à l'aise que lorsqu'il évolue sur cette terre, Chaleco Lopez a éclaboussé de son talent la 13e étape du Dakar. En mode dévoreur de dunes, le pilote Tamarugal a tout donné, histoire de grappiller le maximum de temps à Cyril Després. Résultat, une victoire d'étape, la 4e pour lui sur ce Dakar 2013, et quelques précieuses minutes de grignoter aux Français. Deuxième du jour à plus de 5 minutes, Després limite les dégâts en vue du final de samedi. Tout le monde ne peut pas en dire autant, à l'image de son coéquipier Ruben Faria. 15e de l'étape, le Portugais perd sa 2e place au général, au profit de Chaleco Lopez. Le Chilien qui revient à 8 minutes et 15 secondes de Cyril Després. Le Français tout proche d'un 5e sacre sur le Dakar. Chez les autos, les spectateurs ont eu le droit à un peu plus de suspense. Robbie Gordon contre Gerlin Chichrit, un duel d'habitués aux galères qui tourne cette fois à la passe d'armes pour la victoire d'étape. Et à ce jeu-là, c'est l'Américain qui se montre le plus fort. Il boucle cette 13e étape en 4 heures, 50 minutes et 53 secondes, soit 22 secondes de mieux que le Français.
Pendant ce temps-là, Stéphane Peter-Ancel, lui, attend tranquillement l'arrivée à Santiago. Sans forcer, le pilote Mini termine à plus de 13 minutes de Gordon. Et Peter-Ancel qui devrait donc, sauf incident, remporter son 11e Dakar samedi. On ouvre à présent notre page blanche. Alexis Pinturault a remporté le super combiné de Wengen ce vendredi. Le jeune Français décroche ainsi sa première victoire dans la spécialité. Guillaume Palacios. À 21 ans, il marque sa trace sur le ski mondial. Plus que la deuxième victoire d'Alexis Pinturault cette saison en Coupe du Monde, c'est la facilité avec laquelle il a dominé les meilleurs mondiaux lors de ce super combiné de Wengen qui impressionne. Après avoir limité la casse lors de la descente avec le 22e temps, Pinturault a combiné maîtrise technique et prise de risque lors du slalom qui l'a littéralement écrasé. À tel point que son premier poursuivant, Ivica Kostelic, pourtant double tenant du titre de la Coupe du Monde de la spécialité, a terminé à 1 seconde et 15 centièmes. Après le slalom de Val d'Isère, Alexis Pinturault confirme qu'il est bien l'un des tout meilleurs techniciens du circuit. Il prend même la 5e place du général de la Coupe du Monde. La descente, c'est vrai que c'était pas facile parce qu'on est toujours dans le noir. Mais bon, après, c'est toujours l'objectif, voilà, essayer de limiter la casse, d'être dans les meilleurs temps des slalomeurs, entre guillemets. Puis c'était plutôt réussi parce que j'étais dans le même temps qu'Ivica, qui est toujours là en super combiné. En tout cas, bon, c'est de bon augure et voilà, c'est plutôt encourageant. Et puis maintenant, au moins, je sais de plus ou moins de quoi je suis capable pour les championnats du monde. Dans son sillage, les Français ont brillé. Ils sont 5 dans le top 20, notamment Thomas Merbillo-Blondin qui termine à une belle 7e place. Le Vendée Globe, 69e jour de course et François Gabard est attendu fin janvier au Sable d'Olonne. Au dernier pointage, le skipper massif a encore creusé l'écart sur son compatriote Armel Lecléache, distant maintenant de près de 120 000. À noter que celui qui ferme actuellement la marche de ce Vendée, c'est Alessandro Di Benedetto sur Team Plastic. L'Italien a passé le Cap Horn il y a plusieurs heures et il a tenu à fêter ça avec la bonne humeur qu'on lui connaît. Regardez. Et là, c'est le champagne. Go! Champagne au bateau! À Team Plastic! Et vraiment, tous ceux qui ont cru en ça, magnifique! Haha! Que porte! Que vadearros! Haha! Voilà, c'est la fin de ce journal. Passez une excellente nuit. Surtout ne bougez pas, l'actualité sportive revient sur l'équipe 21.